La suite de notre édition spéciale, les dernières informations de Notre-Dame de Paris, des vulnérabilités, mais l'ensemble est sauvé, la cathédrale est debout. Son sauvetage s'est joué à un quart d'heure près, dit Laurent Nunez. Près de 1000 pompiers sont intervenus. La piste accidentelle est privilégiée. La reconstruction va prendre du temps, mais elle se fera, dit le président Macron. Les dons affluent de toutes parts, dons privés et publics. Total annonce 100 millions d'euros. Union nationale et internationale, l'élan de solidarité a dépassé les frontières. De Jair Bolsonaro à la reine Elisabeth II, le pape dit prier pour les fidèles. Nos invités Alexis Leproux, vicaire général du diocèse de Paris, et l'architecte Rudy Ricciotti, sans oublier nos envoyés spéciaux. La France peut dire merci aux pompiers. Pendant 10 heures, ils se sont battus contre les flammes et ont pu sauver Notre-Dame de Paris. En tout, 1000 soldats du feu se sont relayés. Les travaux de sécurisation vont durer au moins 2 jours. C'est ce qu'annonce Laurent Nunez, le secrétaire d'État à l'Intérieur. Il estime que des vulnérabilités ont été identifiées, notamment au niveau de la voûte. Écoutez-le. Le péril incendie est maintenant derrière nous, même s'il y a toujours des surveillances qui sont mises en place pour éviter que des foyers ne repartent. Donc l'incendie s'est terminé. Globalement, la structure tient bon et quelques vulnérabilités ont été identifiées, notamment au niveau de la voûte, c'est-à-dire du plafond, et au niveau d'un pignon du transept nord qui doit être déposé, c'est-à-dire sécurisé, et ce qui a conduit à l'évacuation de 5 immeubles d'habitation. Peu de personnes, pour l'instant, ont pu entrer dans l'édifice depuis le sinistre, mais quelques photos et vidéos, on va les voir, montrent l'ampleur des dégâts. Un amas de cendres, bien sûr, des murs noircis, une partie de la voûte qui s'est effondrée. Tout a commencé hier soir à 18h50 dans les combles de la cathédrale. Noémie Roche. Notre-Dame outragée, brisée, martyrisée, mais Notre-Dame debout. Après avoir lutté pendant des heures, les pompiers ont réussi à maîtriser l'incendie. Un temps, ils ont bien cru que tout serait ravagé. Ces images tournées par les sapeurs-pompiers de Paris montrent la violence du sinistre. L'ensemble de la toiture est touché, la charpente datant du Moyen-Âge est détruite, une partie de la voûte s'est effondrée, et puis il y a eu cette image. En début de soirée, la flèche léchée par les flammes finit par céder. Les échafaudages sont encore visibles. C'est de ce chantier de restauration que serait parti le feu. Le président de la République, qui devait initialement prononcer à la télévision un discours en réponse à la crise des Gilets jaunes, vient constater l'étendue des dégâts et rendre hommage aux pompiers. Le pire a été évité. Grâce à leur courage, la façade et les 2 tours principales ne se sont pas effondrées. D'après les services de secours, il aurait été impossible d'éteindre le feu plus rapidement avec des moyens aériens, au risque de faire effondrer l'ensemble de la structure. C'est ce qu'ont expliqué les services de secours, salués par une foule présente tout au long de la nuit. Au matin, devant l'édifice meurtri, beaucoup peinent à réaliser. C'est un patrimoine français, c'est une part de nous qui brûle avec. Ouais, malheureusement, pendant 800 ans, on a réussi à la conserver et aujourd'hui, il faut que ça parte en fumée. Et ça touche tout le monde, je pense. Je suis effondré comme la cathédrale, quoi. Le trésor architectural, quoi. La pureté de Notre-Dame, quoi. Grâce à Dieu, la façade est intacte. Voilà, donc j'ai pas pu dormir, quoi, en fait. Voilà. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour destruction involontaire par incendie. Une souscription nationale est lancée pour aider à une reconstruction qui s'annonce longue et difficile. Et je vous le disais dans les titres, l'émotion a dépassé la Seine et les frontières françaises, de Washington à Jérusalem en passant par Madrid. Le monde se dit au chevet de Paris. Marc Dana. Le monde entier s'est comme arrêté hier soir, suspendu au destin de Notre-Dame. Comme ici sur cette chaîne britannique, les programmes sont interrompus pour diffuser la catastrophe en direct. La cathédrale ouvre les journaux en Russie ou encore à la télévision chinoise. Pékin a pu suivre depuis ses rues l'évolution du sinistre. Une capitale qui se sent proche de Paris. À 8200 km de l'original, existe une maquette géante et une flèche toujours intacte.
Je pense que la cathédrale Notre-Dame n'appartient pas seulement à la France, mais également à tous les êtres humains. À Beyrouth, au Liban, l'image de Notre-Dame en flammes fait aussi la une des journaux. La population chrétienne se sent elle aussi très affectée. C'était très triste et vraiment, c'était mon cœur qui brûle parce que c'est la vie, c'est l'histoire, c'est la France. Un autre continent attristé par la nouvelle, l'Amérique latine. Rodolfo vend des tacos dans les rues de Mexico. Dans ce pays très catholique, tout le monde commente cette actualité. Nous sommes impressionnés et frappés par ce qui se passe là-bas. C'est un bâtiment emblématique de Paris. Et aux États-Unis, Donald Trump se souvient de sa visite à Notre-Dame il y a quelques mois, en compagnie d'Emmanuel Macron. J'ai pu m'y rendre et la visiter, et il n'y a pas de cathédrale selon moi, aucune au monde comme celle-ci. C'est une chose terrible à voir. Les messages en provenance des capitales européennes ont afflué toute la nuit. Et ce matin, le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a proposé une aide exceptionnelle pour la reconstruction de la cathédrale. Notre invité en plateau, Rudy Ricciotti, bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Vous êtes architecte, lauréat du Grand Prix national de l'architecture en 2006, créateur notamment du MUSEM à Marseille. Et vous avez écrit ce livre qui vient de sortir, L'exil de la beauté aux éditions textuelles. On a vécu des scènes surréalistes hier soir. Ah oui, c'est tout aussi surréaliste, cet effondrement de la flèche de Viollet-le-Duc, que l'effondrement du World Trade Center, avec le drame humain en moins, évidemment. Qu'est-ce qui a fait la légende de Notre-Dame de Paris sa grandeur, l'architecture? Mais évidemment, c'est le caractère gothique, mais au-delà, c'est la superposition des périodes et la superposition des événements esthétiques. La liberté, c'est un chef-d'œuvre de liberté, jusqu'à Viollet-le-Duc. Voilà, ça c'est une chose qu'il faut dire immédiatement, mais aussi c'est les événements. Il faut quand même se rappeler que De Gaulle a fait jouer la Marseillaise à la Libération. Et que les cloches ont sonné à la Libération. Ouais, oui, et puis et Napoléon qui prend la couronne à deux mains, se la met sur la tête, ça a de la gueule quand même, non? C'est un trésor, vous le disiez, de l'architecture gothique. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent rien? L'architecture gothique, c'est un exercice extrêmement périlleux dans la finesse, dans le récit constructif, dans la narration du travail des tailleurs de pierre et des maçons. C'est quelque chose d'extrêmement féminin, extrêmement périlleux. Donc ça a permis, cette verticalité architecturale et verticalité religieuse ont permis de faire évoluer les techniques. C'est la notion des arcs-boutants qui apparaissent. Et donc pour prendre les efforts latéraux, mais bon, on va pas faire un cours de technique constructive, et je ne suis pas spécialiste de toute façon, mais on pourrait dire aussi que c'est peut-être l'étape préalable à la modernité, c'est-à-dire la réduction consumériste des matériaux employés, contrairement au roman qui lui était dans la masse, une puissance métaphorique extraordinaire dans la croyance en l'immortalité du message chrétien, mais le gothique, c'est d'un seul coup une liberté. C'est une étrange liberté donnée envisagée par rapport à la doxa du message religieux. Mais vous le disiez, vous le soulignez, c'est un message religieux. On en oublierait presque que c'est une église. On parle beaucoup de monuments, en fait, Notre-Dame de Paris. Oui, c'est exact. D'ailleurs, je regrette que très peu de commentaires des gens de culture, des sachants, osent dire aussi que c'est une perte pour la mémoire chrétienne. C'est pas grave, c'est pas être contaminé par une amnésie, ou plutôt salé de ne pas le dire. La charpente, elle a été endommagée aux 2/3. Je ne sais pas si on a des images. 1300 chênes, plus de 21 hectares de forêt. Elle était unique en son genre. Écoutez, à la date de Viollet-le-Duc, la charpente, en tout cas de la flèche, l'autre partie est beaucoup plus ancienne. Évidemment, c'est du bois, donc un matériau qui peut durer, mais en l'occurrence, il n'a pas duré longtemps avec cet incendie colossal. Il faut essayer de positiver ce désastre. C'est difficile, mais je crois qu'on ne peut pas non plus être uniquement dans un larmoiement victimiste. Il faut dire qu'est-ce que ça peut apporter comme contribution à la société des bâtisseurs. Quand je dis la société des bâtisseurs, je pense notamment à tous ces acteurs, ces artisans inconnus qui ont un savoir-faire dans les monuments historiques d'exception. Et là sera l'occasion pour eux de montrer à nouveau leur génie et leur récit constructif. L'histoire ne s'arrête pas. Mais la reconstruction à l'identique de la charpente, je parle de la charpente en bois, c'est possible aujourd'hui au XXIe siècle? Et non seulement c'est possible, mais il faut que ce soit comme ça.
Il faut, ça sera accompagné de mesures de sécurité, évidemment, avec des testeurs, des palpeurs, pour éviter que des incendies se déclarent. Mais moi, ce qui me fascine le plus, c'est le débat qui va avoir lieu, extrêmement périlleux maintenant, sur la reconstruction de la flèche. Viollet-le-Duc, qui quand même n'est pas en odeur de sainteté dans le milieu des historiens, qui sont tous dans une espèce d'orthodoxie canonique, parce que Viollet-le-Duc était assez décontracté. C'était un allumé, quand même, Viollet-le-Duc. Hein. Quand il fait la flèche, il y va plein pot. Les gargouilles, il dessine, il fait réaliser des gargouilles qui sont presque une vision métaphorique de BD. Et vous savez, Viollet-le-Duc, c'est quand même ce personnage qui voulait rectifier le Mont Blanc. Il avait un projet de rectification du Mont Blanc. Ah oui, d'accord. Oui, et quand il tombe dans une crevasse, il tombe dans une crevasse, vous voyez, dans les glaciers. Il ne s'inquiète pas, il sent son calepin, et puis il dessine la faille de la crevasse depuis le trou. Bon, ça s'est pas fait en tout cas. Non, ça s'est pas fait, non, mais lui, il est tombé dans la crevasse. Mais il faut réhabiliter aujourd'hui Viollet-le-Duc. Alors, ça va être un grand sujet immédiat qui va nous arriver. C'est effectivement, faut-il réhabiliter Viollet-le-Duc ou pas? Donc ça va être un débat volcanique. Vous pensez qu'il faut, bien sûr. Ah, moi je suis très pro Viollet-le-Duc parce qu'il a une complexité du raisonnement. Il est totalement impur. Et on ne peut pas reprocher à Viollet-le-Duc de ne pas être un porteur du témoignage chrétien des églises quand même. Non, Est-ce que vous voyez la reconstruction très fidèle à ce qu'est la cathédrale Notre-Dame de Paris, ou est-ce qu'on peut se permettre d'être un peu plus contemporain? Non, je pense que la construction doit être très fidèle. Le débat sera dans la structure cachée de la flèche. Voilà, je crois qu'on a là on est face à un piège, on est dos au mur. S'agira-t-il d'être dans la restitution de la lecture stricte de ce qu'il y avait avant, ou faudra-t-il prendre un peu plus de liberté et faire travailler des mathématiciens, des ingénieurs de haut niveau pour aller bien au-delà? C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Mais du point de vue de la facture architecturale, il n'est pas question de prendre en otage Notre-Dame de Paris. Bon, on nous annonce des dons qui affluent de partout, de grandes fortunes françaises, des grandes entreprises. Total, pour l'instant, de 600 millions d'euros. C'est énorme. Non, mais c'est gigantesque. Le chantier ne coûtera pas cette somme-là. Je ne peux pas annoncer de chiffres, mais c'est très bien que cet argent soit conservé par les services de l'État pour le redistribuer dans le financement du patrimoine en péril. Voilà. Et une idée de la durée de la reconstruction? Certains parlent de 3 ans, d'autres 40, 50 ans. Non, je pense que les études, c'est 3 ans et le chantier, c'est peut-être 3 à 4 ans aussi. Merci beaucoup, Rudy Ricciotti, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes lauréat du Grand Prix national de l'architecture en 2006 et vous avez créé le MUSEM à Marseille et vous sortez ce livre, L'exil de la beauté, aux éditions textuelles. Merci à vous. Merci. Je vous le disais, les dons affluent du monde entier, les milliardaires mettent la main à la poche. C'est le cas de la famille Pinault, la famille Arnault. Les entreprises aussi annoncent des enveloppes conséquentes, à l'instar de L'Oréal avec 200 millions d'euros. Julien Duponchel. Hier choqué, aujourd'hui prêt à financer la reconstruction. Au lendemain de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ces Toulousains souhaitent faire des dons. Je me suis muni ce matin de 50 €. Je pense que je vais participer à hauteur de 50 €. Qu'est-ce que c'est 50 €? Peut-être 100, 200 €. C'est une part de notre vie, c'est une part de Paris, c'est une part de la France. Donc effectivement, on a un attachement particulier à ce monument, oui. Donc vous êtes prêt à donner un peu? Oui, je donnerai un peu, oui. Une générosité également présente sur Internet, comme sur ce site, où cette cagnotte lancée par des anonymes a déjà réuni plus de 40 000 €. Des dons de toute la France, mais également du monde entier. Sur ce site Internet, des dizaines de cagnottes en provenance de Bruxelles, Los Angeles, Chicago, Montréal ou encore Melfi en Italie. Une mobilisation des particuliers, mais aussi des entreprises comme les Artisans de France, des banques, la Ligue de football et de grands industriels. Ce géant du pneumatique souhaite donner plusieurs millions d'euros. C'est immédiatement et spontanément que l'ensemble du personnel de Michelin a voulu faire part à la fois de son émotion et de son souci de participer à cette reconstruction. Certaines grandes fortunes ont également fait savoir qu'elles comptaient donner de l'argent. 200 millions d'euros pour Bernard Arnault du groupe LVMH. 100 millions d'euros pour le groupe de la famille Pinault. Et annoncé dès hier soir par le président de la République, la Fondation du patrimoine a elle aussi lancé une cagnotte sur Internet et appelle à une large participation. Quels que soient les moyens de chacun, cette souscription, elle permet à tous ceux qui ont une partie de leur cœur à la cathédrale
de participer à sa remise en état. La mairie de Paris a annoncé le versement de 50 millions d'euros pour financer la reconstruction. La région Île-de-France et même le Parlement européen comptent également y participer. Une image en direct de Notre-Dame. Les pompiers sont toujours au travail, vous allez le voir. Ils sont ici sur une nacelle à hauteur des tours qui ont été préservées. France 2 organisera un grand concert samedi soir avec un appel aux dons. Notre invité Alexis Leproum, bonjour, merci d'être avec nous sur France 24. Vous êtes vicaire général du diocèse de Paris. Votre sentiment maintenant, après que ce drame se soit déroulé, on a évité le pire? Des émotions très fortes hier soir, surtout cette nuit, quand on voyait la cathédrale brûler de nos fenêtres et qu'on voyait s'effondrer le toit. Et puis ce matin et tout au long de cette journée, une immense gratitude pour les témoignages de solidarité qui arrivent de toutes les parties du monde, où on voit que Notre-Dame est vraiment la maison de tous et que tous veulent la reconstruire. Les experts sont plutôt rassurants en disant que les 2 tours sont préservées. Ça, c'est plutôt rassurant. Oui, nous avons eu un moment très dur hier en pensant qu'elle pourrait tomber quand ça commençait à brûler dans l'une d'entre elles. Mais les pompiers qui sont montés au risque de leur vie dans ces tours ont permis d'arrêter cet incendie. Dans les tours, dans la tour nord en particulier. Et aujourd'hui, ils ont pu diriger les lances de l'intérieur, c'est ça? Voilà, ils ont pu monter. C'était très risqué, mais ils voulaient absolument préserver le maximum du bâtiment. Et donc ces 2 beffrois sont encore debout. Les murs de la cathédrale sont debout. Ils sont en train de vérifier la stabilité. Mais leur travail a permis, je crois, vraiment d'éviter le pire. C'est vrai qu'il faut saluer leur courage, leur héroïsme. Un immense courage, aujourd'hui. Un immense héroïsme et, je pense, un réel succès face à la rapidité de ce feu. Ils ont eu une stratégie que j'ai pu observer tout au long de la soirée et on a pu voir que ce qu'ils ont fait a permis, quoi qu'il en soit, de limiter le feu à la charpente et de ne pas le laisser s'étendre aux 2 tours. Où étiez-vous hier soir pendant... Nous étions soit sur le parvis de Notre-Dame, soit dans l'immeuble dans lequel nous habitons, juste à côté de la cathédrale. Et nous avons pu voir comme ça de près à la fois les équipes des pompiers, mais aussi les services de l'État qui se sont mobilisés de façon vraiment très professionnelle. Et voilà, donc c'est un moment très intense, très émouvant, évidemment très triste, mais en même temps très ouvert vers l'avenir. On attend maintenant de savoir ce qu'il a pu se passer. La piste accidentelle est privilégiée, dit le procureur de Paris. Il faut rappeler que la cathédrale était en rénovation. Voilà, on a vu les échafaudages se monter pour la rénovation de la flèche qui est tombée. Donc, des statues ont été déplacées il y a quelques jours à peine. On les a vues dans le ciel de Paris être désolidarisées du toit de la cathédrale pour être descendues pour ces restaurations. Du coup, ça s'est sauvé. Ça s'est sauvé, de fait, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis, c'est sûrement lié, enfin, on n'en sait rien, mais au travail de ce chantier, que des choses ont pu être déstabilisées dans cet ensemble de poutres. La restauration ne concernait que... Principalement la flèche. La flèche. Et cette partie centrale de la voûte. D'accord, rien à l'intérieur de la cathédrale. Non, c'était pas à l'intérieur, c'était vraiment le toit et la flèche qui devait être restauré. Les catholiques, on le répète, entrent dans une semaine sainte avant les festivités de Pâques. Où vont se dérouler ces cérémonies, du coup, si Notre-Dame peut les accueillir? Nous avons pu ce matin, avec notre archevêque, répartir un certain nombre de célébrations qui devaient avoir lieu à Notre-Dame. La plus importante qui est demain, messe chrismale, sera à Saint-Sulpice à 18h30. Et les offices saints jeudi soir, vendredi soir et la vigile pascale seront également à Saint-Sulpice. En revanche, la messe de dimanche de Pâques sera à Saint-Eustache et elle sera diffusée sur France 2. Avec ce concert qui facilitera peut-être les dons. Voilà, c'est aussi l'occasion de marquer cette solidarité largement universelle de tous les pays du monde et bien sûr de tous les Français. Qu'est-ce qui a pu être sauvé à l'intérieur de la cathédrale? On parle souvent du trésor de la cathédrale, qu'est-ce que c'est? Alors il y a eu un travail très professionnel des équipes de la cathédrale avec Monseigneur Chauvet, ses équipes et les services de la mairie pour que la plupart des objets d'art, donc des tableaux, des cadeaux, il y a la couronne d'épines bien sûr, des reliques, la tunique de Saint-Louis puissent être sauvés. Donc tout cela a pu être mis à part et protégé. Après, il y a sûrement certaines choses dans la cathédrale qui n'ont pas pu être déplacées et qui ont été soit abîmées par le feu, soit abîmées par l'eau.
puisque beaucoup d'eau a été mise sur la charpente et donc l'ensemble du bâtiment a été inondé. Donc de très belles choses ont été sauvées de ce désastre et puis voilà, je n'ai pas encore les détails de ce qui a pu être abîmé. On imagine que vous êtes en lien avec le Vatican, il y a une coordination ? Alors le Saint-Père a laissé un mot, mais on est surtout en coordination avec les services de l'État, puisque c'est un bâtiment qui est sous la responsabilité de l'État. Et le Saint-Père, le pape François, a écrit un petit mot à l'archevêque de Paris pour marquer sa solidarité. C'est surtout difficile parce que nous perdons notre lieu de culte principal. Donc nous allons nous répartir sur les autres lieux comme Saint-Sulpice et toutes les paroisses de la ville. Mais c'est le lieu quand même symbolique de la messe chrismale et des célébrations pascales. Et ça, de fait, on ne peut pas le remplacer. Merci infiniment pour vos explications, Alexis Leproux, vicaire général du diocèse de Paris. Les dernières informations, la conférence de presse de mercredi d'Emmanuel Macron est annulée. Le président fait savoir qu'il s'exprimera en temps voulu. Les grandes lignes de son discours, néanmoins, ont été dévoilées par RTL. Suppression de l'ENA, réindexation des retraites de moins de 2 000 € ou encore suppression de certaines niches fiscales. On le disait, Notre-Dame de Paris a inspiré les plus grands, notamment Victor Hugo. Elle est aussi un livre d'histoire construite il y a plus de 850 ans. Elle a connu la Révolution, le sacre de Napoléon et les guerres. Elle est toujours debout. Axel Simon revient sur ses joies et ses peines. La construction de Notre-Dame remonte au XIIe siècle. Selon la légende, c'est le pape Alexandre III qui pose la première pierre de l'édifice en 1163. 4 grandes campagnes de travaux se succèdent jusqu'au milieu du XIIIe siècle. Le chœur et ses 2 déambulatoires sont construits en premier. Puis la nef avec les bas-côtés et les tribunes. Pendant qu'à l'ouest, on érige la façade. Et enfin, la galerie haute et les 2 tours de la façade. La construction de la cathédrale de Paris s'achève en 1250, mais des travaux complémentaires et des aménagements sont réalisés jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Pendant la période révolutionnaire, l'édifice est victime de nombreux actes de vandalisme. La flèche du XIIIe siècle est démontée et les statues de la galerie des rois, comme celle des portails, sont détruites. Après la Révolution, Notre-Dame est à nouveau mise à l'honneur. Napoléon y est couronné en 1804 et Victor Hugo en fait l'héroïne de son roman éponyme. En 1844 débute sa première restauration. Le projet est confié à Eugène Viollet-le-Duc, qui reconstruit notamment la flèche et installe les célèbres chimères sur la balustrade. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce sinistre à Paris. Une dernière information avant de se quitter, elle vient d'Algérie. Le président du Conseil constitutionnel, Tayeb Belaïz, démissionne. Il était l'une des cibles des manifestants. Il était censé valider ou pas les candidatures pour la présidentielle du 4 juillet prochain. L'info et l'édition spéciale se poursuivent sur France 24. On se retrouve dans quelques minutes. À tout à l'heure. France Info et France 24 unissent leurs forces pour une nouvelle émission internationale. Le monde dans tous ses états. Un pays, une actualité, un invité. L'éclairage de nos correspondants et de nos reporters. Le monde dans tous ses états, c'est un samedi sur 2 à 22h15. Sur France Info. Et sur France 24. Je regarde France 24 parce qu'en tant qu'étudiante en sciences politiques, ça me permet de rester à jour sur les informations dans le monde, sur les conflits, les débats politiques, tout ça. الاختلاف بين فرنسا 24 والقنوات الثانية في المحتوى المتنوع وفي التوجه الأقرب للحيادية. I like their coverage, especially with the news and the politics. But also I like the cultural aspect because that me as a Kenyan, I get to learn a lot about Francophone, Africa, Francophone in general, whether it's in Europe or here, just from France 24. France 24 m'aide à voir une perspective plus complète du monde et à comprendre différentes langues et différentes cultures. France 24, partout avec vous, à chaque instant. Ouvrez les fenêtres de la météo avec Tecnal. Tecnal, fenêtres, portes, vérandas en aluminium.